Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de l'info. Aujourd'hui, nous sommes en Petite Terre du côté de Dzaoudzi où je vais rencontrer mon invité avec lequel nous allons évoquer cette thématique axée sur l'environnement et le tourisme. Parce que comme vous le savez, depuis quelques semaines, nous évoquons ces sujets qui doivent amener à la réflexion. On le sait, les cantonales arrivent et c'est l'occasion pour nous de nous introduire dans le débat. Je viens de retrouver mon invité. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Franck Ibanez, président du GEM Tour, le groupement des entreprises mahoraises du tourisme, mais également restaurateur. Franck, bonjour. Bonjour Amina. Alors merci à vous de nous accueillir ici. En fait, on est dans votre espace, pas très loin de votre restaurant, et on va pendant les minutes qui vont suivre parler du tourisme, la thématique qu'on a choisi d'évoquer ici avec vous. On va commencer par ce sujet. On sait qu'ici à Mayotte, le parc hôtelier est pas suffisant. Des possibilités ont été évoquées. On va voir dans ce reportage ce qu'il en est. Le concessionnaire de l'aéroport SNC-Lavalin avait émis une déclaration d'intérêt qui avait pour but d'attirer les investisseurs afin de créer une structure que le cahier des charges évoquait à 2 ou 3 étoiles. Pourtant, il était question d'un complexe de luxe 4 ou 5 étoiles bien plus porteur dans la mesure où il redessinerait l'image de Mayotte. 4 ou 5 étoiles, ça demande beaucoup de superficie. Et on sait très bien cette problématique sur la zone aéroportuaire. Donc c'est pour cela que j'avais dit qu'il y a eu une étude qui a été faite, une étude de marché qui a été faite. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a tablé sur 3 étoiles. Un 4 ou 5 étoiles, ça demande beaucoup plus de superficie. Et là, la superficie qui est disponible ne le permet pas. Pour ce projet, le groupe Accor a été sollicité, mais c'est finalement le groupe Louvre Hôtel qui détient notamment la chaîne Kyriade qui sera en charge du projet. Kyriade, c'est international, qui est bien aussi bien métropole, dans le Moyen-Orient, etc. Donc ça, on peut en bénéficier de cette image de Mayotte à travers le monde. On peut toujours prévoir, ça se pourrait qu'il y ait une incidence. Aujourd'hui, les passagers qui peuvent pas prendre l'avion, voilà, on pourrait quand même les héberger dans cet hôtel. C'est qui nous faisait défaut parce que c'était à Mayotte le seul aéroport où on n'avait pas un hôtel. Ainsi, Lavalin reste sur sa position d'hôtel 3 étoiles à la portée de nombreux budgets, accueillant le tourisme d'affaires court séjour, les équipages en transit et une clientèle grand public à la portée du secteur. L'aéroport disposera donc d'un bel outil avec un groupe international et à la clé des créations d'emplois ainsi qu'un élargissement de l'offre d'accueil à Mayotte. Un hôtel aux abords de l'aéroport à Mayotte, c'était nécessaire? Un hôtel aux abords de l'aéroport, c'est nécessaire bien sûr, puisque actuellement, quand un avion tombe en panne, par exemple, on s'aperçoit que la capacité d'accueil des passagers, elle est vraiment trop petite. Alors les chambres d'hôtes prennent le relais lorsqu'ils le peuvent, lorsqu'ils sont hors saison, mais bien entendu que c'est nécessaire et c'est tout à fait adapté aux problèmes actuels. Alors la question de savoir si ça va être un 3 étoiles, un 4, un 5 étoiles, est-ce que pour vous, elle a sa place ici? Est-ce que à Mayotte, ici, un tel hôtel, il faudrait y penser? Je crois qu'avant de présenter une offre haut de gamme aux touristes qu'on n'a pas encore en nombre suffisant, je crois qu'il faut d'abord pallier à ce problème de besoins ponctuels. Donc c'est rien de mieux qu'un 2 ou 3 étoiles pour y répondre. Ensuite, les hôtels haut de gamme, bien entendu qu'il sera toujours temps d'en construire. Il y a d'ailleurs des projets qui existent, mais je crois que cet hôtel-là, ce type d'hôtel est tout à fait adapté aux besoins actuels. Alors, on a entendu dans le reportage parler de superficie. Pour vous, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Bien sûr qu'un 4 étoiles, ça répond à un cahier des charges qui est assez, je dirais, rigoureux. Il y a plein de critères, c'est accessible un peu partout. Et c'est vrai que la superficie, oui, bien entendu, un 4 étoiles, ça demande
une certaine superficie qui a peut-être pas besoin d'autant pour un 2 ou 3 étoiles. Oui, c'est une réponse. Mais je crois qu'au-delà de ça, d'abord, un 4 étoiles, je ne sais pas si on aurait un taux de remplissage suffisant pour assurer le maintien d'un certain volume d'employés, etc. Alors, vous qui êtes président du GEMTour, le groupement des entreprises mahorais du tourisme, est-ce que vous avez eu des retours des opérateurs du tourisme concernant ce projet notamment ? On l'a évoqué avec différentes personnes, mais bon, pour le moment, le GEMTour, on est en phase de montée en puissance, donc on est en train de se structurer. C'est très humblement qu'on prend la parole sur ce secteur. On a commandé des études et nous, notre but, c'est surtout de structurer la filière et autour de l'économie du tourisme. La filière déjà existante. Oui. Alors, on va continuer à parler toujours du parc hôtelier. Cette fois, on va du côté de la Grande Terre, dans le sud, au jardin mahorais, et avec des travaux qui sont prévus pour améliorer l'accueil des touristes. On regarde ce reportage. Une bonne nouvelle est à marquer d'une pierre blanche. En effet, le jardin mahorais vient d'être autorisé par la préfecture à lancer une campagne de travaux pour le réaménagement de l'hôtel situé sur l'une des plus belles plages de l'île. Le coût des travaux a été estimé à 3,5 millions d'euros. Le chantier consiste à la conservation des 9 bungalows existants et à la destruction des 9 restants. Ils seront remplacés par 22 nouveaux bungalows doubles auxquels s'ajoutera la réalisation de 2 suites comprenant chacune 2 chambres ainsi qu'une piscine privée. Qu'est-ce qu'il faut de plus à nos visiteurs ? C'est la question qui vous était posée ce matin. Très chaleureux et vraiment super, bien, merci. On retient, écoutez, les plages elles sont magnifiques, c'est vrai, et puis le paysage est très très beau. Alors qu'est-ce que je pourrais dire ? Peut-être élaguer un peu les arbres au niveau des trottoirs, un peu de propreté, voilà quoi. Le projet qui apparaît colossal était validé par arrêté de la préfecture. Le 17 février dernier, il a fallu que le cahier des charges, notamment concernant les règles environnementales pour une réserve marine, soit clairement établi. Les coups de pelle doivent être donnés rapidement dans la mesure où l'autorisation préfectorale est valable jusqu'au 31 décembre 2016 en ce qui concerne la mise en place des aménagements et pendant 5 ans. Franck, une rénovation du jardin mahorais qui était attendue, semble-t-il. Très attendue, effectivement, ça fait des années que M. Stefanica était à pied d'œuvre pour essayer de monter un projet et le faire valider. Il a eu beaucoup d'obstacles. Aujourd'hui, c'est validé. Je suis vraiment très content pour lui et je pense qu'on peut tous être contents pour lui puisque je dirais que c'est un des fleurons de l'hôtellerie mahoraise aujourd'hui. Alors, vous dites que ça fait un moment qu'il attendait ça, qu'il faisait des démarches en ce sens. Est-ce que ça relève on a l'impression que ça relève du parcours du combattant, ce genre de projet ? Oui, un petit peu, parce que clairement, je crois même que les parties prenantes, les gens qui sont censés étudier les dossiers, parfois ne savent pas comment les traiter. On a souvent le cas. Bien sûr qu'il y avait l'aspect environnemental qui était très important. Ça a été géré, des gens ont mené des études, mais ça prouve une nouvelle fois que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et puis il faut encourager tous les porteurs de projets, surtout sur des sites exceptionnels comme celui-là. Je crois qu'il y a encore beaucoup de sites à Mayotte qui pourraient potentiellement devenir des sites pour implanter des structures touristiques. Mais comme avant, on n'avait pas d'ambition sur le développement de l'économie du tourisme à Mayotte, on a implanté des bâtiments dans des zones où normalement on n'aurait jamais dû implanter ce type de bâtiment. Donc là, il y a un emplacement qui est privilégié. Il faut que ça dure et puis je pense que ça c'est un des hôtels, un des établissements qui est systématiquement mis en valeur lorsque l'on va en mission à l'extérieur pour parler de Mayotte. Donc il faut l'entretenir. Alors parmi les conditions, il y a le respect des normes environnementales. C'est quelque chose que les opérateurs de tourisme prennent de plus en plus en compte ? Bien sûr, et puis il y a une obligation déjà réglementaire, et puis dans la mesure où l'écotourisme, et je dirais le premier type de tourisme que les gens vont venir chercher à Mayotte, on a tout intérêt à implanter nos structures de façon écologique. Alors, quand vous dites écologie, qu'est-ce que ça représente ici à Mayotte en pourcentage ou alors sur le terrain, comment ça se manifeste ? Ça se manifeste par une prise en compte de la réglementation qui, depuis la départementalisation, prend toute
signification. Maintenant, ça peut prêter à sourire quand on voit l'état de l'île, quand on voit l'état les bords des routes, les habitudes qui sont prises quand vous allez sur des sites dits touristiques. Alors ailleurs, quand on va, je dirais, en métropole, on a des habitudes. Quand on va sur un site protégé, on vient, on fait ce qu'on a à faire, on embarque ses déchets. Ici, l'habitude, c'est dans la mesure où quelqu'un qui est payé pour les ramasser, on laisse tout sur place. Et alors après, les rats, les chats, les enfants, les chiens errants font leur boulot et on se retrouve dans des mini-décharges un peu partout. Alors je crois qu'aujourd'hui, il y a un gros boulot à faire sur la propreté de l'île. Alors, ces questions ne s'abordent peut-être pas de la même façon pour un hôtel qui se trouve en bord de mer et un hôtel en plein centre-ville. Non, bien sûr, mais c'est la même chose. À partir du moment où on vit quelque part, on produit une certaine somme de déchets. Donc, au même titre que l'on prévoit l'approvisionnement, il faut prévoir le recyclage de ces déchets d'une manière ou d'une autre. Mais il y a déjà des structures en place pour ça. Alors Mayotte est connue et appréciée pour ses plages, pour son lagon, également pour ce qu'on y trouve. Les tortues, c'est l'une des choses que les touristes viennent chercher ici à Mayotte. Malheureusement, sur la réserve de Sazilé, les choses ne sont pas telles qu'on aurait espéré. On regarde ce reportage. Dans un rapport de la DAF en 2004, déjà, il était largement question de réaliser de gros efforts pour faire reculer les chiens errants s'en prenant aux animaux et notamment aux tortues se trouvant sur les plages de Sazilé, un lieu de pointe. Il était encore à l'ordre du jour de mener des opérations contre les braconniers, toujours si présents. La réserve de Sazilé ne dispose d'aucun budget destiné à sa préservation. Depuis quelques semaines, ce sont des dizaines et des dizaines d'animaux morts qui jonchent les plages massacrés par les chiens et les braconniers. C'est vraiment mal de faire ça. Parce que si on fait ça dans 10 ans, je sais pas moi, il y aura plus de tortues sur l'île. Ouais, ça disparaît, c'est vrai, on les perd de plus en plus. Moi, depuis que je suis à Mayotte, j'en ai même pas vu une. Du coup, c'est assez dommage, quoi. Je crois qu'il y a des richesses qui nous sont propres et qu'il faudra absolument sauvegarder. La référence tortue de Mayotte, c'est une référence très chère. En tuant ces tortues-là, ça devient dangereux. Donc les personnes qui sont responsables de ces actes barbares doivent être peut-être sensibilisées, peut-être parce qu'ils ne comprennent même pas le mal qu'ils sont en train de faire. Contactés par la rédaction, ni le président ni le directeur du comité de tourisme n'ont souhaité réagir. Pourtant, il n'y a plus personne pour surveiller le site. Les agents de la collectivité ayant disparu depuis fort longtemps, les touristes, quant à eux, sont de plus en plus rares, lassés de se faire braquer sur le chemin. Pourtant, par délibération en date du 31 décembre 2004, le département a arrêté le plan d'aménagement et de développement durable du territoire. Parmi les défis majeurs identifiés figure la préservation de l'environnement et la valorisation des ressources naturelles. C'est parce que nous, en tant que professionnels du tourisme, on arpente assez souvent le site. Voilà, et on a constaté depuis plusieurs mois, pour beaucoup de mois maintenant, que le site est complètement laissé à l'abandon par les autorités qui en ont la charge. Donc on trouve que c'est quand même dommage de savoir qu'il y a deux services qui sont responsables de ce site, à savoir le Conservatoire du littoral et le Conseil général, et que personne ne semble être alarmé. En tout cas, on ne voit aucun signe de leur part de préoccupation de ce qui se passe sur le terrain. L'endroit est devenu une réserve en 1991. L'arrêté préfectoral à l'époque avait vocation à protéger la faune et la flore exceptionnelles, à l'instar des récifs coralliens, mais aussi des herbiers, les tortues vertes et imbriquées, les mammifères marins, les oiseaux marins, 53 espèces de coraux, 235 espèces de poissons, 7 espèces de phanérogames, 2 espèces de reptiles. Sazilé se meurt, les tortues sont massacrées. Mayotte regarde disparaître ses biens les plus précieux, les plus fragiles. Franck, dans le reportage, on entend dire Sazilé se meurt. Or, ce site qui est un véritable atout pour le tourisme mahorais, pourquoi en est-on arrivé là ? Alors, Sazilé, c'est un site comme tant d'autres, oui, qui est laissé à l'abandon. Moi, quand je suis arrivé à Mayotte en 2001, il y avait même un sentier sous-marin qui était balisé. Tout, on allait en Palmas-que-Tuba et on pouvait regarder différentes espèces de coraux, de coquillages, etc. C'est parti à l'abandon. Alors là, on l'a évoqué, il y a des gens qui ont la charge de ces sites. Il y a par exemple le conseil général, conservatoire du littoral.
Après, il y a la partie sécurité. Mais je pense que l'énergie qu'on dépense par exemple dans la coopération régionale, ça appelle une question, et si on collaborait, si on coopérait davantage entre nous, si on prenait sérieusement en compte les atouts de l'île pour en faire quelque chose. Parce qu'un site comme celui-ci, effectivement, s'il n'y a pas une volonté de la part de ceux qui en ont la charge de le maintenir à niveau dans un état de propreté et de sécurité digne de ce que doit être une île touristique, on aura du mal à faire venir les touristes. Et ceux qui viennent, à qui il arrive des histoires, ils vont se faire le relais sur les forums, etc. pour dire qu'à Mayotte, c'est magnifique, mais c'est dégueulasse et c'est dangereux. Ensuite, la question des tortues, je dirais qu'il faut peut-être se poser les bonnes questions. Je ne crois pas qu'on mange des tortues par gourmandise. Je pense que les gens qui vont tuer des tortues sont des gens qui ont faim, tout simplement. Voilà, mais là c'est pas de mon ressort de plancher sur ce sujet. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être envisager des campagnes d'information, de sensibilisation beaucoup plus marquées pour permettre justement à la population de se rendre compte de cette richesse? Des campagnes, il y en a qui ont été faites en disant qu'il fallait protéger la tortue parce qu'elle faisait partie du patrimoine. Protéger la tortue parce qu'elle était impropre à la consommation. On a même dit à un moment donné que c'était du poison. On a tout fait pour que non, ça ne marche pas. Voilà, bon, maintenant la tortue est attrayante pour sa chair, semble-t-il. Et puis elle est facile, elle est vulnérable. Donc pour quelqu'un qui a faim, voilà, peut-être qu'il y en a qui choisissent de manger une tortue plutôt que d'aller voler dans un magasin, je ne sais pas. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le site est laissé à l'abandon par les personnes, les institutions qui sont censées s'en charger. Est-ce que vous, en tant que professionnel du tourisme, vous ne pouvez pas être force de proposition pour justement encourager la conservation et la protection de ces sites ? Si, on peut faire des propositions, mais je crois que les acteurs que nous sommes, on a tous des idées. Comme je vous le disais, le GEM Tour est en train de se structurer. Donc on est constitué de 4 corporations, notamment SASDILE peut être intéressé par la corporation, enfin le groupe produits touristiques, que peuvent être les randonneurs pédestres, les randonneurs équestres, et également les groupes qui font des excursions en bateau, qui passent par le site. Dans l'état des lieux qui a été dressé, dans chaque groupe, on note qu'on se plaint de l'état de ces sites. Donc là, comme je vous dis, on est en phase de montée en puissance. Tout ce qu'il y a à faire, tout ce que l'état des lieux qu'on dresse, ensuite on va le produire. Vous l'aurez aussi. Et ensuite, il faudra que les gens prennent leurs responsabilités, puisque sinon, ça voudra dire que le boulot n'est pas fait. Et puis, on demandera des comptes, ça c'est certain. Parce que là, ça a l'air d'être contradictoire. On en fait une réserve, mais après, derrière, il n'y a pas de suivi. Oui, encore une fois, oui, il n'y a pas de suivi, mais je crois qu'aujourd'hui, à Mayotte, on n'a pas encore pris conscience de tout ce que peut apporter le tourisme à l'île. Pour preuve, on a écrit, GEM Tour, on a écrit à toutes les communes pour prendre contact, et puis suite aux assises du tourisme, il y a eu une volonté de désigner un référent tourisme dans chaque commune, justement pour commencer à prendre en compte ce volet, économie du tourisme, développement du tourisme. Les référents, on n'en a jamais entendu parler, on a écrit à toutes les communes, une seule commune aujourd'hui nous a répondu, c'est Bandrélé. Donc vous voyez, il n'y a aucune... Bandrélé qui est pour une collaboration avec votre Ils ont organisme. répondu, voilà, on commence à discuter, il y a des gens avec qui on commence à discuter, mais il y a des gens qui ont d'autres chats à fouetter, je dirais. Voilà. Et par exemple avec Bandrélé, qu'est-ce que vous seriez amené à faire ? Faire l'inventaire des sites, on est toujours en phase d'étude là, donc faire l'inventaire des sites, voir le potentiel de chaque site et puis voir les possibilités qu'il y a au niveau de la commune. Et puis après, quand on parle de développement touristique, on parle de site, on parle aussi de foncier. Et là, c'est encore un volet qui est extrêmement compliqué à Mayotte. Alors Franck, autre problématique qui touche et affecte beaucoup le tourisme à Mayotte, la propreté. Oui, la propreté et l'assainissement en général. Alors aujourd'hui, on ne peut pas être satisfait de la situation. Maintenant, il y a des choses qui sont en cours. Notamment, le préfet nous l'a confirmé hier, il y a 600 millions d'euros qui seront utilisés sur 10 ans pour l'assainissement de l'île. Donc c'est quand même, je dirais, un bon point. Maintenant, wait and see.
Alors on va regarder ce sujet, vous vous rappelez peut-être de cette opération organisée, mise en place par la mairie de Mamoudzou, visant justement à nettoyer la commune. On regarde ces images. Munis de gants, de balais à gazon et de sacs poubelles, depuis le début du mois, le CCAS du chef-lieu a pour projet de recruter 48 personnes pour assurer le nettoyage de l'ensemble des rues et des villages de la commune. Bonne nouvelle pour les Mamoudiens qui, ce matin, découvraient avec satisfaction leur rue balayée. Avant, on trouvait que des déchets par terre. Et là, vu que la mairie emploie des gens pour nettoyer, c'est un beau changement. À partir du 29 août 2014, les agents chargés du nettoyage signeront leur contrat. Pour la plupart chômeurs, ces emplois représentent le début d'une nouvelle vie. La nouvelle équipe souhaite par cette initiative être plus proche de sa population et ainsi sensibiliser les villageois sur l'importance de respecter leur environnement. On a trouvé qu'il était quand même tout à fait normal que nos administrés puissent aussi avoir des quartiers propres. Donc ce sera des agents en CDD, 5 mois renouvelables. Et par la suite, on va tout faire pour pouvoir les intégrer dans ce qu'on va créer, à savoir la police environnementale. L'image et l'accueil du chef-lieu restent importants pour la majorité des membres de la nouvelle équipe municipale. Le projet de lutte contre les déchets semble aujourd'hui bien entamé. Reste à savoir si la population saura adopter un nouveau comportement face à la nature. Une opération de nettoyage qui a fait énormément de bruit. Franck, est-ce que c'est un coup de pub? C'est quelque chose qui, pour vous, constitue une bonne chose? Un coup de pub, peut-être. En tout cas, ce que l'on voit quand il y a des opérations de nettoyage et qu'il y a un appel au volontariat, ce qu'on peut voir, c'est que beaucoup de Mahorais sortent, armés de balais, de pelles, de griffes, etc., et se mettent au boulot et nettoient. Il ne faut pas se tromper, si Mayotte est sale aujourd'hui, comme on peut le voir, Mayotte est sale, extrêmement sale, c'est pas parce que les gens d'ici sont sales. Je crois que c'est d'abord un problème de ramassage, comme je le disais tout à l'heure. Les poubelles, il y en a, même si elles sont régulièrement dégradées, il n'y en a peut-être pas en nombre suffisant, mais les poubelles ensuite, elles sont traitées par les chiens, les chats, les enfants, etc. Donc c'est d'abord un problème de ramassage, de régularité du ramassage, de mettre davantage de moyens en place et voilà. Donc, ce qui peut également décourager les habitants, parce qu'une fois qu'ils ont fait l'effort de collecter les déchets, si au bout de quelques jours ils sont toujours pas ramassés, peut-être que ça peut, ils peuvent se dire à quoi bon, dans la mesure où même si on fait cet effort-là, c'est pas suivi d'effet par la suite. Oui, mais là c'était bon. Là, on vient de voir le reportage, une opération ponctuelle. C'est prévu que ce soit renouvelé. C'est prévu d'essayer de pérenniser les emplois qui sont autour du ramassage des déchets. Puis bon, les fiscalités de droit commun se mettent en place. Qui dit fiscalité dit impôt. Qui dit impôt dit moyens financiers supplémentaires, qui, je l'espère, seront utilisés pour acheter du matériel et des moyens humains. Voilà, on y vient. Puis bon, Paris ne s'est pas fait en un jour. Le 101e département ne se fera pas en 2 mois. Donc pour vous, vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste et si on veut l'être, il suffit parfois simplement de se dire comment c'était il y a 5 ans. Alors il y a plein de choses qui allaient mieux sans doute peut-être, mais il y a aussi plein de choses qui allaient beaucoup plus mal. Là, en fait, il faut regarder la ligne d'horizon. Je dirais, il y a plein de choses qui se profilent à l'horizon, plein d'améliorations. On a des exemples de ce qu'on peut faire quand l'argent est bien utilisé et va au bon endroit. Regardez Dzaoudzi, la zone a été refaite, les routes ont été refaites. Regardez le boulevard des Crabes, un bel éclairage. Il y a d'autres endroits comme ça qu'on pourrait citer. Moi je vis en petite terre, j'ai le privilège de vivre en petite terre. Parce que les choses sont bien gérées, semble-t-il, pour ces projets-là. Maintenant, je pense que c'est un exemple et le reste va suivre, enfin on espère. On l'espère, Franck. En tout cas, c'est ici que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub.
sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité, Franck Ibanez, président du GEM Tour, donc groupement des entreprises mahorais du tourisme, également restaurateur. Franck, on continue avec vous à parler de tourisme et d'environnement. Alors on va commencer cette deuxième partie avec un sujet qui n'est pas forcément une bonne chose pour notre île, puisque ça montre encore qu'en matière de tourisme, des choses sont à faire, notamment en matière de propreté. Regardez donc ce reportage. Donc ça sort du petit conduit qui est là. Des déversements d'égouts, ou plus clairement, des excréments, se sont déversés ici jeudi dernier. Et par un petit tunnel, ils sont venus polluer, quelques mètres plus loin, les eaux du lagon. Et ça ressort là par la buse et ça se déverse directement dans le lagon. C'est la 3e fois en un an que le capitaine du port de Mamoudzou constate ce triste phénomène et la colère monte. Et c'est directement les égouts qui se déversent dans le lagon, notamment au niveau du front de mer, au niveau du port de Plaisance, avec toute, on va dire, impunité ou tout non-respect de tout ce qui est conditions sanitaires et toutes les maladies qu'on peut imaginer. Sachant qu'on a de nombreux enfants mahorais qui viennent se baigner, passer du temps ici. Au moins ceux-là ne font pas de bêtises, ils sont là, ils nagent, ils s'amusent, mais ils sont au milieu d'excréments et d'eau totalement de puanteur. Voilà. La première fois, la capitainerie a transmis un courrier au préfet et la deuxième, elle a déposé une main courante. L'agence régionale de santé avait aussi été contactée pour effectuer des prélèvements, mais rien n'a été fait. Sur l'identité des responsables, il n'y a que des hypothèses. Est-ce que c'est au niveau de la station d'épuration qu'ils ont des problèmes et à ce moment-là ils ouvrent pour déverser dans le lagon? Est-ce que c'est des intentions délibérées ou de la négligence? En tous les cas, on ne sait pas. Mais le fait est, c'est que nous, on ne peut plus supporter ça. On parle de développement de l'île de Mayotte, on parle d'environnement, on parle de propreté, de pollution. Et là, on est en train de gérer, de cautionner de la pollution. Et qui, je dirais, est volontaire. Contacté par téléphone, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte, qui est responsable de la station d'épuration du Baobab, a apporté sa version des faits. La panne de courant de jeudi dernier aurait affecté le fonctionnement des moteurs des postes de relevage qui acheminent le contenu des égouts vers la station, ce qui aurait déclenché un débordement au niveau du quartier de Mgombani. Mais pour le port de Mamoudzou, pas question d'en rester là. Il espère bien rallier à sa cause le parc naturel marin et la brigade nature de Mayotte. Franck, des images qu'on n'aimerait plus voir à Mayotte. Les images sont pas trop gênantes, mais c'est surtout les odeurs. Je peux vous dire qu'au camion rouge, parce là il est évoqué un problème de coupure d'électricité qui aurait détraqué un peu le réseau. Sans qu'il y ait de coupure d'électricité régulièrement, il y a ces odeurs pestilentielles, il y a des excréments qui arrivent. On avait contacté le SIAM déjà, on a eu des réponses. Là encore, je dirais que tout reste à faire parce que des réseaux ont été construits à une époque où il y avait beaucoup moins de besoins, au sens propre, au sens figuré. Et donc, ces réseaux-là, ils ne peuvent plus supporter la charge actuelle. Donc des fois, ça déborde à certains endroits. Donc quand ça déborde, il faut bien que ça s'écoule quelque part. Les raisons, c'est ça, c'est que les réseaux ne sont plus du tout adaptés à la production de déchets d'eau usée actuelle. Voilà. Alors une situation qui inquiète, une situation qui dérange, et on le voit dans le reportage, chacun renvoie la balle à l'autre et on n'arrive pas forcément à voir vers qui se retourner. Est-ce que là encore, ce n'est pas une façon de montrer que le tourisme à Mayotte n'est pas la priorité peut-être de certaines institutions? Alors, tourisme ou pas, moi je crois que quand on voit déjà, et puis bon, il y a forcément plus de... Quand on voit le flot des barges qui déversent les passagers en grande terre, il y a toujours des gamins qui se baignent. Donc il y a au moins 5000, je sais pas, peut-être 5000 personnes par jour qui voient ça. Il y a des responsables, je pense. Il y a des responsables. On a tous des missions, chacun à notre niveau, on a des attributions, on a des responsabilités. Sanctions. Il faudrait que des sanctions soient prises contre les responsables, contre les gens qui ont la charge de maintenir les eaux propres, de veiller à ce que tout soit fait correctement. S'il n'y a pas de sanctions, eh bien, il
il y a Jean Foutisme et il y a il y a ce genre de choses qui se passent, voilà, pollution, dégradation, c'est dégueulasse, ça sent mauvais, parce qu'effectivement il y a des gens qui n'ont rien à foutre, ils sont dans des postes, ils ont les postes, ils ont les salaires, ils ont les responsabilités, mais alors ils ont les droits qui vont avec, mais en termes de devoirs, il y a encore du chemin. Alors, on a vu dans les semaines qui ont précédé un cas similaire à la plage de Sakouli, avec des déversements, avec des eaux impropres à la baignade. Et on le voit souvent, les professionnels du tourisme en souffrent. C'est eux les premiers à souffrir de ce genre de situation, puisqu'ils ne peuvent plus exercer leur activité comme ils le font habituellement. Et là, comment ça se passe ? Alors comment ça se passe ? Justement, c'est là où, en d'autres endroits, quand il y a des problèmes comme ça, il y a des élus qui prennent clairement position. Il y a des gens qui viennent épauler les professionnels pour les aider à réagir et pour faire en sorte que les périodes où ils sont lésés elles soient le moins longues possible. Mais j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont des attributions, qui ont des responsabilités. Et je crois que ces gens-là, il faut leur demander des comptes, il faut les sanctionner et les virer quand ils sont pas compétents. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis sur des postes avec une incompétence reconnue très régulièrement. Alors, admettons que l'on puisse déterminer, reconnaître, définir les responsables. Selon vous, est-ce que cela suffirait à résoudre le problème ? Oui, moi je suis certain que si tout le monde pointait du doigt les responsables, je crois qu'on chacun à son niveau connaît un certain nombre de responsables de certaines choses. On a la liste, on ne va pas la sortir aujourd'hui, puisque je pense que ces personnes aujourd'hui peut-être ils vont se remettre en question, on l'espère en tout cas. Vous avez fait votre petite enquête. On est tous bien au fait de ces problèmes-là. C'est comme partout ailleurs, pour chaque affaire il y a des responsables, voilà, chacun a son niveau de responsabilité. Je vous rends la liste, je vous la donne et je vous demande de ne pas la divulguer tout de suite. On en fera bon usage. Voilà, je vous remercie. Alors Franck, qui dit tourisme dit concurrence, puisque les opérateurs sont nombreux sur la place, en tout cas de plus en plus nombreux, et on l'a vu récemment, les mois qui ont précédé, une première à Mayotte, un cas suivant lequel un des opérateurs a poursuivi une association pour concurrence déloyale. Je vous laisse regarder les précisions dans ce journal. Randonnée, excursion en bateau dans le lagon, canoë-kayak et j'en passe, niveau sortie, il y a de quoi faire à Mayotte. Aujourd'hui, ce marché est réparti entre professionnels du tourisme et différentes associations. Problème, les associations et surtout celles des naturalistes de Mayotte pratiquent des prix défiant toute concurrence. Pour Atoumani Harouna, l'un des 2 seuls guides professionnels de l'île et aussi membre fondateur de l'association des naturalistes, il y a de la place pour tout le monde, mais pas à n'importe quelle condition. Tout le monde a sa place. Par contre, aujourd'hui, une entreprise avec toutes les charges, toutes les difficultés de se faire connaître, et si à côté, il y a d'autres qui n'ont pas le même statut qu'ils le font, c'est pas normal. Je pense que c'est la moindre des choses de respecter l'autre, parce que quand on est association, on a souvent son travail à côté et on vient bénévolement. Donc il faut que le bénévolat soit exercé au sein d'une association de A à Z et pas à moitié. Là où un guide agréé propose des excursions à la demi-journée pour environ 60 € par personne, l'association propose quant à elle des sorties à 4 € pour ses adhérents ou 7 € pour les non-adhérents. Une différence de plus de 50 € par sortie, c'est là que le bas blesse. Du côté de l'association des naturalistes, présente sur le territoire depuis 15 ans, on se défend. Si l'association a pris de l'envergure, les fonds récoltés sont eux toujours redistribués pour développer de nouveaux projets de sensibilisation. L'association, elle réalise ses sorties dans la totale légalité. C'est un projet associatif. Nous, on organise ces sorties pour nos adhérents. Ça nous permet, les recettes que nous avons avec ces sorties nous permet d'assurer le financement de l'association. Ça nous permet de garantir l'indépendance de l'association pour justement développer d'autres projets en milieu scolaire, puisque nous avons le pôle animation qui intervient. Ça nous permet aussi d'avoir fait vivre l'écomusée pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, le mal est fait. Aro Maoré, entreprise spécialisée dans les excursions touristiques et la vente d'artisanat local, a déposé plainte auprès de la DIECT. Une nouvelle régulation des activités touristiques pourrait donc bientôt voir le jour.
Franck, professionnel du tourisme contre association, est-ce que c'est vraiment le schéma qu'il y a sur le terrain aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, professionnel du tourisme contre association dans le domaine qu'on vient de voir. Mais je crois que c'est simplement parce qu'au départ, les choses ont été mal définies et puis que les associations avaient toute leur place. Je pense que les naturalistes de Mayotte, c'est une association qui fait un bon boulot, sauf qu'ils ont pris une ampleur parce que le terrain n'était pas occupé. Mais maintenant, si on veut faire les choses de façon réglementée, officielle, la place des associations, c'est de renforcer les structures existantes. Donc, on ne dit pas que... Bon, vous voyez, il y a une différence de prix déjà dans les prestations, mais il y a une différence de charge ensuite. L'association, elle n'a pas vocation à faire de l'argent pour faire du bénéfice, alors qu'une entreprise, elle le gagne pas de tous ses employés et de ses dirigeants. Donc je crois que les associations, il faut redéfinir leur rôle, mais je crois que la DIEC le fera bien. Les associations, elles doivent pouvoir renforcer parce qu'il y a quand même un volume à traiter. Le volume des professionnels de la randonnée, il n'est pas suffisant. Enfin, les entreprises qui actuellement, le nombre des entreprises qui sont là ne sont pas suffisants peut-être pour traiter le volume d'affaires qui est présent aujourd'hui à Mayotte et qui va se développer avec les années. Donc les associations, elles doivent renforcer, et puis les entreprises participer donc au financement des associations, mais il faut redéfinir tout ça, il faut s'asseoir autour d'une table, il faut discuter et pas se bagarrer, parce que je pense qu'il y a vraiment matière à collaborer utilement et sainement. Alors on l'a vu dans le reportage, il est dit que l'association, justement, notamment celle qui est concernée par cette affaire, les naturalistes, est sur le terrain depuis quelques années déjà, ce qui expliquerait le volume d'activité, le volume de personnes qui font appel à leur service. Oui, c'est pour ça qu'ils ont du succès, parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Maintenant, d'autres entreprises qui essayent de se développer, compte tenu des prix, ils ont aucune chance de vendre leurs produits. C'est pour ça que je pense que les entreprises doivent se faire renforcer par les associations pour effectuer leurs prestations. Là aussi, il faut que les associations, elles soient... Les acteurs de ces associations soient légitimes aussi. C'est pas tout de connaître un sentier, de connaître l'entrée du sentier et la sortie. Je pense que quand on fait de la randonnée, de la découverte et de l'écotourisme, il faut quand même avoir un guide qui soit qualifié pour désigner la faune, la flore, l'expliquer, la faire goûter parfois. Ça reste un métier de professionnel aussi, il ne faut pas se tromper. Donc une différence de prix qui s'expliquerait justement peut-être par cela, une qualité de prestation qui n'est pas la même. La différence de prix, oui, peut-être la qualité de prestation, oui, c'est certainement pas la même. Mais aussi une association à but non lucratif, c'est pas une entreprise commerciale. Voilà. Alors vous, au quotidien, dans vos activités, Franck, est-ce que la concurrence règne, la concurrence est rude dans le monde du tourisme ici à Mayotte ? Oui, la concurrence règne. Alors là, encore une fois, il ne faut pas se tromper de débat non plus. La concurrence déloyale, on la voit tous les jours. Elle est encouragée. Elle n'est pas assez sévèrement réprimée. Là, on est à fond dans le droit commun maintenant. Les réglementations en termes de débit de boissons et d'hygiène s'appliquent. Mais bon, vous voyez, je parle d'hygiène, ça fait sourire déjà tout le monde, parce que ça s'applique peut-être pas partout, c'est vrai. Nous, les professeurs, on est régulièrement contrôlés, on est bridés, je dirais. Il faut qu'on fasse attention à tout. Et à côté de nous, continue à se développer des activités où on voit bien qu'il n'y a pas le même degré d'hygiène que chez les professionnels dignes de ce nom. Il n'y a pas les mêmes en termes de sécurité pour l'accueil de nos clients. Bon, moi je dis que la concurrence déloyale elle est extrêmement présente encore ici à Mayotte et dans différents domaines, et pas que dans le domaine de la restauration. Elle est encore extrêmement présente et elle n'est pas assez sanctionnée. Alors en même temps, on est dans une phase charnière, je dirais, où peut-être que les pouvoirs publics se disent on fait quelques exemples. Parmi les gens qui sont déjà quasiment aux normes, on leur met la barre un peu plus haut pour montrer que même ceux-là, on leur met la pression. Ça va peut-être faire des exemples, ça va peut-être donner envie aux gens de progresser. Mais bon, je crois que cette période de transition, on la trouve tous un peu longue. Voilà, surtout à l'heure où maintenant la fiscalité arrive, les impôts se multiplient, ça grossit, les charges grossissent. Donc maintenant, nous professionnels, on va être beaucoup plus exigeants et demander quand même au pouvoir public de faire leur boulot et de nous aider pour qu'on puisse payer nos impôts et bien qu'on ne souffre pas d'une concurrence qui nous empêche de réaliser nos objectifs. Alors, concernant les chiffres du tourisme, est-ce que vous en êtes satisfait, Franck ?
on peut pas être satisfait des chiffres actuels, mais il faut regarder que l'offre touristique à Mayotte, il faut regarder son état. On n'a pas assez de lits, les sites ne sont pas encore dans leur meilleur état, l'assainissement c'est encore un grand chantier, la sécurité, même si c'est un sujet qui est, je dirais, minoré par les autorités, ben c'est quand même, je trouve que c'est quand même un problème. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je dis quand on doit accueillir des touristes, il faut 3 choses. La première des choses, c'est on ouvre ses portes bien grand. Donc déjà, il faut régler le problème des visas pour certains opérateurs qui ne peuvent accueillir directement des touristes de certaines provenances. Ensuite, on fait le ménage chez soi. Il faut que ce soit propre. Et puis, on assure à ces hôtes une sécurité pendant toute la durée du séjour. Donc là aussi, il faudrait que tous les sites qui sont les fleurons de Mayotte et qui font, je dirais, de Mayotte une destination idéale pour l'écotourisme, il faut que ces sites-là, qui sont des endroits reculés dans la nature, mais ils soient protégés pour leur propreté et puis qu'ils soient sécurisés aussi. Parce que c'est souvent dans ces sites qu'on retrouve des agressions ou des incivilités. Voilà. Bon, on n'est pas encore dans le 9-3, mais bon, il ne faudrait pas que, si on fait ce qu'il faut à temps, ça ne le deviendra pas. Alors souvent quand on parle de tourisme, on a tendance à penser aux touristes qui viennent de l'extérieur, mais depuis quelques temps, on parle de tourisme local. Il fallait y penser. Oui, alors le tourisme local, il faut prendre comme exemple la Réunion. Les premiers touristes à la Réunion sont les Réunionnais. Le tourisme local, c'est le tourisme social, c'est le tourisme affinitaire. Donc ça, c'est un tourisme qu'on doit vraiment prendre en compte. Donc quand on réfléchit à ce que sera l'offre touristique demain sur Mayotte, il ne faut pas penser qu'à un tourisme haut de gamme. Je pense qu'il faut aussi penser à nos habitants qui, bien souvent, ne connaissent pas bien Mayotte, ne se rendent pas compte du potentiel qu'a l'île pour se distraire le week-end. Oui, vous parliez justement de la Réunion avec ses atouts. Est-ce que Mayotte, donc la Réunion, on sait qu'ils ont les cirques, ils ont les plages, ils ont beaucoup de choses à proposer. Est-ce que Mayotte, comme vous le dites, est consciente de ce potentiel et le traite comme il faut ? Non, Mayotte n'est pas consciente de ce potentiel, pas du tout. Et puis, bon, les habitants commencent à l'être. Après, il faut que ce soit au centre des préoccupations de nos élus. On a des atouts à Mayotte, indéniablement. La culture mahoraise en est un, mais c'est pareil, la culture mahoraise, il faut prendre le soin de la préserver et puis de donner les moyens qu'elle soit préservée aussi. Alors on a vu beaucoup d'opérations censées amener Mayotte à l'extérieur, plus loin, au-delà des frontières de l'océan Indien notamment. Est-ce que vous y croyez, vous, Franck ? Oui, bien sûr que j'y crois, puisqu'on peut considérer qu'à Mayotte, comme rien n'est fait, tout reste à faire. Donc c'est forcément une destination du futur, c'est forcément une destination naissante. Il y a plein de choses à faire à Mayotte, mais il faut bien les faire. D'accord. Merci beaucoup Franck pour ces précisions. Je vais continuer justement avec vous. On parle beaucoup de tourisme. Vous, en tant qu'opérateur, en tant que président du GEM Tour, qu'est-ce que vous auriez comme message à adresser notamment à ces futurs élus, parce qu'on sait que dans quelques semaines, les cantonales vont se tenir. Qu'est-ce que vous leur diriez s'il fallait leur passer un message ? Je devais passer un message aux élus. Écoutez-nous, venez discuter, regardez ce qui se fait ailleurs, parce que c'est pas faute de voyager, hein. Nos élus voyagent beaucoup, donc je crois que des exemples, ils en ont partout. Alors peut-être qu'il leur manque une bouffée d'optimisme, cette bouffée-là, on leur donnera. Parce que nous, on sait qu'ici, on peut faire beaucoup de choses. Il n'y a qu'à regarder à côté, il n'y a qu'à regarder ce qu'est devenu Maurice, ce qu'est devenu La Réunion. Pourquoi Mayotte ne le serait pas aussi ? Aucune raison. Voilà. Donc, intéressez-vous surtout à votre île. Une fois que vous avez bien voyagé, vous avez vu ce qui s'est fait ailleurs, venez nous aider à le faire ici. Voilà. On a plein de bonne volonté. En tout cas, le message est passé, Franck. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est ici que s'achève cette émission. Un rendez-vous de l'info spécial tourisme et environnement. Je vous retrouve demain avec un autre invité sur toujours la même thématique.